Salut mes amis des champis. Aujourd'hui dans cet épisode du Café des Guerriers, on va parler de l'origine des champignons hallucinogènes ou champignons psychédéliques. Et comme c'est un sujet à la fois sérieux et un peu spécial, j'ai décidé de laisser la parole à un expert français du sujet. Vous allez assister à un échange que j'ai eu avec Guillaume Lopez, qui est un jeune mycologue autodidacte et passionné des champignons. J'ai eu cet échange en mai dernier dans le cadre de la réalisation de mon film Des champignons et des dieux. Et on a eu une discussion passionnante sur les psychédéliques. Voilà, j'espère que vous y trouverez de la valeur et je vous dis à très bientôt. Hop, passe avec. Ok. Café des Guerriers, deuxième prise, deuxième partie. C'est parti. Ouais, donc tu parles de la Stone Ape Hypothesis, donc l'hypothèse en fait du primate défoncé, littéralement. Et en fait, c'est une hypothèse qui stipule qu'effectivement nos ancêtres, les hominidés, quand le Sahara a commencé à se désertifier, parce que a priori le Sahara en fait était une jungle tropicale, et donc petit à petit il a muté vers de la savane, il est devenu de plus en plus sec, et donc nos ancêtres en fait se sont retrouvés à d'une certaine manière descendre des arbres, à ne plus avoir la même abondance en fruits, etc. Et du coup à vivre dans un environnement très dangereux également, et à adopter ce mode de vie un petit peu opportuniste qui donnerait aujourd'hui le fait qu'on soit omnivore, qu'on ait cette capacité à manger d'un peu de tout, d'une certaine manière. Et donc, comme les débuts étaient difficiles, un des aliments sur lequel on serait tombé, ce serait justement le champignon qui poussait dans les crottes des mammifères qu'on traquait pour la chasse. Quand on fait de la chasse, en fait, on regarde les empreintes de pas dans le sol, et on regarde également les excréments. Et donc, typiquement, en fait, après 2-3 jours, sous les tropiques, pousse ce champignon, le Psilocybe cubensis, qui est un champignon hallucinogène, et qui, du coup, de manière opportuniste, aurait été consommé par nos ancêtres. Et puis, à force d'opportunisme, et de se rendre compte que le champignon avait des certaines propriétés, notamment en faible dose, la psilocybine améliore l'acuité visuelle. Sur le point de vue sociétal, en fait, c'est une drogue, en fait, qui va agir sur le cerveau, et au lieu de favoriser un comportement individuel, va au contraire favoriser la cohésion de groupe. Ça va rendre la personne empathique. Également, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui on sait qu'en fait la psilocybine stimule ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones, de nouveaux chemins neuronaux, qui sont un petit peu la manière dont on va analyser le monde qui nous entoure. Parce qu'en réalité, un comportement, en fait, c'est une sorte de flux neuronal qui passe et qui repasse au même endroit. Et ben en fait, on est en permanence ancré dans des schémas d'action, parce qu'en fait on répète souvent les mêmes schémas d'action, et donc en fait la psilocybine elle va complètement déstructurer ça, c'est-à-dire qu'on a qu'on appelle dans le cerveau le mode d'action par défaut, et la psilocybine en fait vient inhiber les structures neuronales qui sont impliquées dans ce mode d'action par défaut, et donc ça va nous faire sortir finalement de notre carcan habituel, et si je prends une métaphore, c'est un petit peu comme si en permanence on vit dans une maison, et notre zone de confort, notre zone de connu, c'est peut-être jusqu'au jardin, puis en fait quand on prend la psilocybine on se rend compte qu'il y a un portillon au bout du jardin, on ouvre le portillon et puis on sort dans un verger, et puis du verger en fait on arrive dans une forêt, et on arrive de plus en plus dans l'inconnu, et en fait finalement la psilocybine c'est d'une certaine manière l'exploration de ces sentiers inconnus de notre conscience, et donc c'est effectivement quelque chose qui aurait été favorable en fait à l'émergence de notre cerveau. Ça aurait également favorisé l'émergence du langage, parce que le langage en fait c'est une forme de synesthésie. La synesthésie c'est l'association en fait de différents sens, entendre les couleurs et voir les sons. Le langage est extrêmement, c'est pas quelque chose de très figuratif en fait, on est toujours sur une forme d'abstraction des choses, et donc la psilocybine en fait nous aurait aidé avec cette abstraction des choses, et qui dit abstraction des choses dit qu'on rentre dans un paradigme où on est capable de se raconter un récit fondateur vers lequel en fait on va créer un axe de coopération à l'échelle d'un groupe, et donc chez les hominidés ça peut être justement la chasse d'un animal, mais dans nos sociétés modernes ça peut être justement une forme de croyance religieuse ou non, d'une certaine spiritualité, d'un certain esprit qui rassemble comme ça les individus, et donc voilà, c'est un petit peu ça qui se passe avec la psilocybine. Il y a plein de civilisations qui ont voué un culte
et qui ont en fait pratiqué l'ingestion de psilocybine de manière rituelle. Et ce qui est intéressant dans ce que dit McKenna, c'est que finalement, il y aurait eu encore une fois une corruption de ce principe originel de prise de la psilocybine pour la connexion au divin, parce qu'en fait, les hominidés vivant dans des environnements très humides, l'humidité favorise l'émergence des champignons, et avec la désertification du Sahara, petit à petit, on a des environnements moins propices à la production de champignons. D'abord, on cherche à conserver, donc on le conserve dans ce qui se conserve le mieux, c'est-à-dire le miel. On conserve les champignons dans le miel, qui est documenté justement par exemple chez les Mayas. Mais en fait, petit à petit, on commence à avoir trop peu de champignons, on commence à le réserver à une élite spirituelle. Le miel, des fois, si c'est dans les mauvaises conditions, il commence à fermenter, et passe d'un paradigme en fait où on substitue les effets de la psilocybine, qui sont encore une fois des effets très altruistiques, centrés sur le groupe, etc., par l'alcool, qui est au contraire une drogue qui favorise l'ego, qui favorise la montée individualiste des choses. L'alcool, c'est quand même une drogue qui favorise des comportements impulsifs. Et donc c'est encore une fois cette corruption finalement de la psilocybine par l'alcool. Et donc là où on avait des civilisations qui se basaient sur des cultes voués à la prise de psilocybine et à cette cohésion de groupe qu'elle engendre, aujourd'hui on a des sociétés plus individualistes qui favorisent justement ce type de pulsion individuelle.